Elle vous regarde. Enfin, presque. Son regard se pose quelque part juste au-delà de votre épaule. Pas tout à fait dans vos yeux, pas vraiment ailleurs non plus. Elle est là, à quelques centimètres de vous, prête à vous servir un verre, et pourtant quelque chose en elle est déjà parti. Inaccessible. Ailleurs. Cette expression a été analysée et débattue pendant plus d'un siècle. Personne n'a vraiment réussi à la percer. Parce que Manet n'a pas peint une femme qui sert des consommations. Il a peint quelque chose de bien plus troublant. Une personne coincée entre deux mondes, sans appartenir vraiment à aucun des deux. Et ça, c'est avant même que vous remarquiez ce que fait le miroir derrière elle. Un bar aux Folies Bergères, peint en 1882, conservé à la Courtauld Gallery de Londres. C'est le dernier grand tableau qu'Édouard Manet ait jamais achevé. Son testament. Il était mourant quand il l'a peint, la syphilis à ses derniers stades. Il a réalisé la majeure partie de cette toile assis, lui qui avait refusé toute sa carrière de peindre autrement que debout face à une grande toile. Son corps ne le lui permettait plus. Il savait que c'était le dernier, et il en a fait quelque chose d'impossible à oublier. Pour comprendre ce tableau, il faut d'abord entrer dans la salle. Les Folies Bergères, en 1882, ce n'était pas une simple salle de spectacle. La lumière électrique venait tout juste d'arriver à Paris, et les Folies étaient l'un des premiers endroits à l'utiliser. Imaginez une foule entassée sous des lustres éblouissants, dans une lumière que beaucoup n'avaient jamais vue aussi vive, regardant des acrobates, des ballets, des opérettes, tout sous le même toit, dans le même souffle. Toutes les couches de la société parisienne se retrouvaient dans cette salle. Les aristocrates côtoyaient les gens de la rue, les riches et les désespérés, habillés différemment, respirant le même air chargé de fumée et de parfum. Et derrière le comptoir de marbre, la barmaid. Manet avait passé des années à dessiner aux Folies, à absorber l'énergie de la foule. Mais quand il a peint ce tableau, il ne l'a pas fait sur place. Il a reconstitué le bar dans son atelier et fait venir la vraie barmaid, une femme qu'on ne connaît que sous le prénom de Suzon, pour poser devant lui. Il a mis en scène la réalité, l'a reconstruite de mémoire et d'observation, puis l'a tordue délibérément en quelque chose qui ne peut pas exister. Regardez Suzon. Vraiment, regardez-la. Corsage de velours, dentelle au col, un petit bouquet de fleurs épinglé à sa poitrine. Tout dans sa posture dit qu'elle est présente, prête à servir, mais son visage dit autre chose. Aucune chaleur professionnelle, aucun sourire de façade. L'historien Albert Boime a appelé ça une expression transitionnelle, le visage de quelqu'un surpris entre le masque qu'il porte pour travailler et ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Elle a été interrompue en pleine pensée, et pendant une fraction de seconde, avant qu'elle remette le masque, vous apercevez la faille. Elle est là, elle est aussi très loin en même temps. Regardez maintenant ses mains, nues, sans gants. Pour un œil moderne, rien de particulier, mais pour n'importe qui, à Paris en 1882, c'était un signal immédiat. Les femmes respectables ne se montraient jamais en public sans gants. Les mains nues de Suzon la plaçaient dans un espace ambigu, habillée assez élégamment pour suggérer une certaine tenue, mais marquée juste assez pour indiquer qu'elle n'était pas vraiment protégée, visible, présentable, disponible. Les barmaids des Folies étaient largement comprises comme étant disponibles pour bien plus que des verres. C'était le secret de polichinelle de l'établissement. Manet l'a encodé dans la coupe d'orange posée au premier plan. Le fruit portait depuis des siècles dans la peinture européenne une histoire de tentation et de disponibilité. En les plaçant là, à côté de la bière et de la liqueur de menthe, il a silencieusement rangé Suzon parmi les articles proposés, sans jugement, avec la froide honnêteté de quelqu'un qui documente exactement ce que la salle contient. Et puis, il y a le miroir. Tout l'arrière-plan de ce tableau est un reflet. La salle brillante, le public, la fumée, les lustres, tout cela existe dans le verre derrière Suzon. Au premier regard, on y voit de l'atmosphère, du contexte, une façon de montrer le monde dans lequel elle se tient. Mais regardez à droite du reflet. Quelque chose ne va pas. Le dos de Suzon apparaît dans le miroir, mais déplacé, poussé bien trop loin sur la droite. Et à côté de son reflet se tient un homme en haute forme, penché vers elle, proche, déterminé. Il lui parle ou lui fait une proposition. Le reflet de Suzon est tourné vers lui, engagé dans l'échange. Maintenant, regardez la vraie Suzon, au premier plan. Elle est parfaitement centrée, face à vous, immobile. Elle ne se penche pas, elle ne répond pas. Et l'homme, il n'existe pas dans l'espace physique devant elle. Il n'y a personne. Quand ce tableau a été présenté au Salon de 1882, les critiques l'ont attaqué comme une erreur technique. Un homme mourant qui ne comprend plus comment fonctionne un miroir, disait-il. Un journal parisien en a fait une caricature. Ils avaient tort.
En 2000, l'historien Malcolm Park a physiquement reconstitué la scène, caméra, modèle, géométrie exacte. Ce qu'il a découvert, le reflet est géométriquement correct, mais seulement si le spectateur se tient considérablement à droite du centre. L'homme aux hautes formes est réel, il se trouve simplement hors cadre, sur notre gauche. Manet a construit une double réalité. Dans le reflet, une transaction intime est visiblement en cours, dans l'espace devant vous, elle ne se produit pas. Les deux sont vrais en même temps, selon l'endroit où vous vous tenez. Il n'a pas peint une erreur, il a peint le secret de Polichinelle, rendu visible dans la géométrie d'un miroir. Les détails secondaires méritent qu'on s'y attarde, parce que rien ici n'est laissé au hasard. Dans le coin supérieur gauche, presque perdu dans le flou du plafond, une paire de bottes vertes se balance au-dessus de la foule. Les pieds d'une trapéziste en pleine performance, probablement inspirée de l'américaine Léona Dare. Elle se déplace librement, sans effort, au-dessus de tout. Suzon est cloué derrière son comptoir. Les bouteilles. La bière, regardez l'étiquette, est une Bass Pale Ale, importation britannique reconnaissable à son triangle rouge. En 1882, la France digérait encore l'humiliation de la guerre franco-prussienne. Une bière anglaise sur un comptoir parisien n'était pas qu'un détail, c'était une note politique discrète. Pas de marques allemandes, pas ici, pas maintenant. Et les roses, petites, posées au bord du comptoir, déjà légèrement fanées. Dans la tradition vanitas de la peinture de Notre Morte, une tradition que Manet connaissait intimement, des fleurs près d'un miroir portent un poids précis, des memento mori, des rappels que la beauté passe, que la présence est temporaire, que l'éclat d'une salle comme celle-ci s'éteint déjà pendant que vous vous y trouvez. Manet était en train de mourir quand il a peint ceci, il le savait. Les roses, le miroir, cette salle brillante remplie de gens qui allaient tous disparaître bientôt, lui compris, ce n'étaient pas des choix décoratifs, c'était le vocabulaire d'un homme qui terminait sa dernière phrase. Ce tableau produit une sensation difficile à nommer. Ce n'est pas exactement de la mélancolie, plutôt ce qu'on ressent dans une salle bondée quand on prend soudainement conscience que chaque personne présente vit une vie intérieure entière à laquelle on n'aura jamais accès. Suzon est entourée de fêtes. Elle se tient au centre de l'un des lieux les plus animés d'Europe. Et elle est seule d'une façon que la foule rend plus aiguë, pas moins. Manet avait passé toute sa carrière à être incompris. Ce tableau était son ultime refus de s'excuser. Il a peint un miroir qui ment, une femme qui ne vous laisse pas entrer, une salle qui brille et une immobilité en son centre que l'éclat ne peut pas atteindre. Moins d'un an après avoir terminé ce tableau, il était mort. Vous la regardez. Elle regarde juste au-delà de vous. Le reflet montre quelque chose qui se passe, qui ne se passe pas. Les roses feinent déjà, le champagne est ouvert. Et quelque part dans cette foule, dans ce miroir, dans cette géométrie impossible, un homme en haute forme se penche. Vous ne pouvez pas le voir depuis l'endroit où vous vous tenez.